Un jour, nous étions chez moi, lorsque les voisins d'en dessous, ceux avec la musique mélancolique dont je vous parlais à l'instant, eurent une effroyable dispute. Je voûtais les gros mots qu'ils utilisaient, mais ce n'était pas beau à entendre. Ils criaient très fort. On comprenait tout. Au début, nous croyions que c'était une de ces habituelles histoires de cocufiage. La femme avait un amant et le mari venait de l'apprendre, ou quelque chose dans ce genre. Il hurlait « Depuis combien de temps ?» et « Je ne comprends pas !» Il la traitait de tous les noms. Elle était plus calme, presque un peu sèche, ne pleurait pas, le laissait crier, puis lui expliquait très rationnellement que cela faisait des années qu'il n'arrivait plus à combler tous ses désirs et qu'elle avait décidé d'aimer un deuxième homme, sans toutefois le délaisser, lui. Elle ne s'imaginait quand même pas qu'il allait la partager avec un autre homme, rétorquait-il. Elle n'y voyait pas d'inconvénient, disait-elle. Toi, c'est pour ta bonté que je t'aime et pour ton sérieux. Lui, c'est pour sa passion et pour l'impatience de ses mains et de ses lèvres. C'est aussi simple que ça. Et bizarrement, mon ami, qui au début était terriblement embarrassé et avait voulu qu'on quitte l'appartement, s'était tout à coup raidi sur sa chaise, avait penché sa tête, froncé les sourcils. Il semblait attentivement suivre la dispute. Il disait « C'est fascinant, tu crois qu'il va accepter ?» L'appartement fut rapidement mis en vente. Je n'ai su que beaucoup plus tard ce qui s'était passé. Le couple qui emménageait ensuite était calme. Ils organisaient un dîner par mois. On entendait le tintement des verres et des fourchettes. Ils faisaient l'amour chaque deuxième dimanche, si le temps n'était pas trop ensoleillé. Ils jouissaient peu. Ils n'aimaient pas la musique non plus. Ni les disputes d'ailleurs. Je m'imaginais parfois que c'était nous deux en bas, dans 10 ans, qui sait. Berk. Les fesses froides d'une femme qui se serre contre toi la nuit et te rappelle que la primordiale fonction de l'homme, depuis toujours, depuis son invention même, est d'être un calorifère, ou plutôt une bouillotte. Les pâles soleils d'hiver qui réussissent encore à chauffer tes mains et ton dos. Parfois tu rentres dans une ville comme tu retrouverais une ancienne amante avec qui tu passais des nuits autrefois et dont le parfum t'est trop familier, presque écœurant à force de l'avoir trop reniflé. Et parfois elle te manque comme te manquerait une amie dont tu aimais la présence, la voix, la fougue, la grossièreté. Et parfois aussi tu ne peux t'empêcher de la détester, de la trouver malodorante, peu fréquentable, capricieuse, irascible, puis noire remplie d'une vase fétide d'où s'extraient les goules et les croque-mitaines. Assis l'un à côté de l'autre, vous parliez d'une histoire de perroquet muet, alors que vous pensiez aux choses enfuies. Vous parliez de têtes échevelées, alors que vous vous imaginiez des lits défaits, des corps tendus, haletants, odorants, bouche gluante, manque de sommeil. La quiétude règne sur les toits de la ville au petit matin, comme si le monde n'était pas en train de sombrer dans la folie. « Il ne supportait pas l'avion », dit Thomas à l'homme derrière lui, rangeant 3 canettes de bière dans le petit sachet en plastique que venait de lui tendre la caissière, tandis que ce dernier commandait un café. L'homme portait une barbe pointue qui fit penser Thomas au magicien des dessins animés. Il aimait d'ailleurs l'idée du vieux magicien condamné à prendre l'avion, puisqu'il ne retenait plus l'ordre des mots de son incantation, de son sort de téléportation qui lui permettait de se retrouver instantanément au cœur d'un laboratoire scientifique secret, enfui dans le flanc d'une montagne en Suisse ou dans la chambre mortuaire inaccessible de quelques princes aztèques enterrés dans la jungle mexicaine. Ah bon, bref, pas de quoi s'excuser, répondit l'homme. Vous êtes sur quel vol ? Il se trouvait que Thomas et l'homme à la barbe pointue, qui s'appelait Soulain, étaient sur le même vol. Il devait être 6 ou 7 heures du matin. Le hall de l'aéroport sentait le café et les croissants décongelés. Soulain prétendait être un spécialiste d'antiques instruments de musique qu'il dénichait, achetait et revendait à des clients très fortunés. Il sillonnait le monde à la recherche de sitars ou de harpes construites avec les carapaces de créatures semi-mythologiques dont la résonance était accrue du fait même de leur rareté, ou l'inverse, ce n'était pas très clair. Il tendait à Thomas une carte de visite rouge écarlate sur laquelle il y avait marqué un nom en latin qui signifiait eau pure ou eau pourrie. Ça aussi, ce n'était pas très clair. Mais en tout cas, c'était en latin. Ça donnait de la profondeur, dit Soulain. Il passait ainsi pour un érudit.
Oui, mais si vous dites à tout le monde que vous vous faites passer pour un érudit, vous ne passerez jamais pour un érudit, dit Thomas. Soulaine fronça les sourcils et sembla réfléchir. Les instruments qu'il recherchait dataient d'époques révolues et étaient faits d'animaux qui n'existaient plus, comme des écailles de dragon, des piquants de manticore, des boyaux de chimère, des plumes de griffon, de la peau de huître, de la crête de cocatrice, des choses comme ça. Est-ce qu'il se rendait compte que ces animaux n'avaient probablement jamais existé, dit Thomas. Bah, t'es un rigolo, répondit Soulaine. Et avec quoi je gagne mon argent? Bah, avec la crédulité des gens, dit Thomas imprudemment. Soulaine semblait à nouveau réfléchir. Ça lui paraissait acceptable, dit-il finalement. N'empêche qu'il croyait quand même à l'existence de ces créatures. Elles n'avaient pas toutes pu être inventées par l'homme. Qui avait autant d'imagination? Bah, c'était absurde, voyons, dit Thomas. Il pouvait tout aussi bien croire que la femme derrière lui allait bientôt sortir un lampadaire de son sac, comme dans ce vieux film. Ça ne demandait pas beaucoup d'imagination, ça non plus. Soulaine jugea que, suivant la taille du sac, ce n'était pas tout à fait irréaliste même. Ils rigolèrent un peu et continuèrent à boire l'un ses bières et l'autre son café, jusqu'à ce que leur vol fût annoncé par une hôtesse de l'air de derrière le comptoir de débarquement de sa compagnie aérienne. Thomas aimait l'éphémérité de ces rencontres. Pour lui, les gens qu'on croisait dans un hall d'aéroport n'existaient pas vraiment. On leur parlait autrement qu'à des proches, de façon plus intime, pensait-il. Cela faisait du bien. Voilà. Oh, au prochain.